Monsieur Christopher Ngoy, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société civile congolaise. L'actualité fait sensation avec la sortie du gouvernement tant attendu en République démocratique du Congo. Peut-on avoir la réaction de la société civile? Oui, nous avons suivi comme tout le monde. Je pense que le président a tenu parole parce qu'il avait promis que les acteurs de la société civile devraient en faire partie. Je vois, il y a Anzoluni Floribert, qui est un acteur bien connu de la société civile. Il y a le ministre de la Justice, qui est un défenseur des droits humains. Nous avons eu à œuvrer ensemble. Et j'ai vu la fille de Coutinho. Oui, ça nous a ramené à l'époque où Coutinho avait mis en place une structure Sauvons la RDC, Sauvons le Congo. Et nous avions réédité avec Sauvons la RDC. Oui, c'est une reconnaissance au travail fait par la société civile. Mais nous aurions aimé que ça soit à des proportions un peu plus importantes. Et à une proportion importante. Mais je pense que c'est déjà bon. C'est déjà bon qu'on puisse s'habituer, qu'on intègre dans nos habitudes politiques le fait que les partis politiques, tout comme les associations, sont du domaine privé. Et que les exercices du pouvoir ou l'accès aux responsabilités publiques incombe ou est dévolu à tout citoyen. Il ne faut pas qu'il y ait discrimination. Nous avons salué la sortie de ce gouvernement. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez au-delà des satisfecits, au-delà de la reconnaissance de membres de la société civile, mais également des remous, ça et là, par rapport à certaines figures qui se retrouvent dans ces gouvernements. On a parlé d'un gouvernement de large ouverture, mais on retrouve des anciennes figures, des gens qui se pérennisent au sein du gouvernement. On se poserait la question de savoir s'il n'y a pas d'autres personnes. Je prends l'exemple de Jean-Pierre Bemba, je prends l'exemple de F. Bazaïba, je prends l'exemple de Jean-Lucien Boussa, et j'en passe. Bon, je crois que moi je voudrais appeler les Congolais à ne pas installer la distraction. Nous sommes dans un contexte de guerre. La guerre n'est pas encore terminée. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions nous attarder sur des considérations que je peux considérer comme non essentielles. Il y a un gouvernement qui est là, qui a la responsabilité de mettre fin à la guerre, avec des acteurs bien connus. Et il y a un dialogue qui est en projection. Moi, je pense que à ce stade, du moment que l'accord final n'est pas encore signé, et je crois et je souhaite bien et j'espère aussi que cela pourrait l'être d'ici la fin du mois de juin aux États-Unis, et que les négociations ou tout ce qui se passe à Doha, c'est les discussions, pourraient éclore éventuellement sur un dialogue. Le président a bien voulu resserrer son équipe gouvernementale, en y ajoutant, bien sûr, on peut appeler ça, comment dirais-je, un réaménagement technique. Okay? Il y a ajouté quelques éléments, mais tout en gardant l'ossature de base. Bon, ce qui n'est pas non plus mauvais. Mais je pense que c'est juste une façon de se mettre en ordre pour pouvoir affronter le dialogue qui viendrait. Et de ce fait, il ne pouvait pas mettre tout le monde dans le gouvernement. Il y a d'autres acteurs qui seront utiles et importants au moment du dialogue, qu'il a bien voulu maintenir en dehors du dialogue et dans leur
organe dans leur corporation de prédilection jusqu'alors. Là, je vois bien, je parle de la société civile. Et de manière à ne pas dégarnir le champ de la société civile actif. Ok? Je pense qu'il a dû faire appel à beaucoup de considérations, beaucoup de contingences et tout ça pour arriver à mettre en place ce gouvernement. J'estime que nous sommes dans un processus qui n'est pas terminé. La guerre est encore à l'Est. Ceux qui sont en train de mener des opérations militaires, ou qui les projettent, qui les encadrent, qui les gèrent, ok, ils peuvent demeurer encore là. Bon, le moment venu, moi je pense qu'il y aura un gouvernement de l'âge Union nationale comme d'aucuns souhaitent, et puis il y a eu l'opposition. Une frange n'a pas voulu intégrer. Mais il y a une frange ou des personnalités très importantes qui ont bien voulu intégrer le gouvernement. Là, j'ai fait allusion à l'ancien Premier ministre, M. Mozitu, qu'on connaît très bien, qui est un acteur, un technocrate de très haute facture, qui intègre le gouvernement. Moi, je pense que c'est un acquis incommensurable. Mais pourquoi ne pas attendre le dialogue pour former un gouvernement et pourquoi y aller à la précipitation? Non, j'ai dit que pour le moment, il a fait un réaménagement. C'était quoi l'urgence de faire ce réaménagement technique. L'urgence, c'était quoi? Il aurait voulu le faire. Je vous dis qu'il y a des membres de l'opposition, une partie de l'opposition qui a hésité, qui n'a pas voulu s'impliquer. Pour la même raison qu'elle pense beaucoup plus d'abord au dialogue. Ok? Alors, ils ont raison, c'est leur option. Mais il a voulu resserrer son équipe avant d'aborder ce grand rendez-vous. Et je pense qu'il a bien fait de resserrer les rangs de son équipe en y amenant des bons technocrates et qui sont des valeurs et qui ont de la matière à faire valoir. On va vous prendre peut-être quelque chose à la fin, on ne va pas vous laisser comme ça. Le procès de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est ouvert à la cour militaire. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue en tant que coordonnateur de la société civile congolaise, voir un chef d'État être jugé à ce titre-là? Oui. C'est d'abord, pour nous, une grande victoire. Parce que nous l'avons dit et nous l'avons souhaité. M. Kabila, pour ce pays qui lui a tout donné, en retour, ce qu'il a fait ne pouvait que pousser tout Congolais responsable à exiger qu'il soit traduit devant la justice. On connaît comment il est arrivé ici, comme simple soldat, et il est parti de simple soldat à général avec 3 étoiles. Il est parti de simple individu d'une nationalité douteuse avec un cursus inconnu à chef d'État. Il est devenu chef de l'État de la RDC. Et les Congolais ont accepté ça. Alors, on lui a accordé tout le crédit possible. Pendant 18 ans, il a pu disposer de l'État. Mais malheureusement, il a choisi d'affaiblir cet État en nous infiltrant, en prenant des mesures qui étaient contre l'épanouissement ou l'émergence de ce pays. Il a cherché par tous les moyens à privatiser l'État,
Nous l'avons vécu, nous l'avons vu, et nous le disions, nous le dénoncions. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il s'en est pris à la démocratie pour un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. La démocratie faisant partie de notre identité. Pour lui, c'est dit, la démocratie ne peut plus exister dans ce pays. En invitant la population à ne pas s'enrôler, en ne s'engageant pas dans le processus démocratique, alors qu'il devait jouer le rôle de conseiller, le rôle de booster de cette démocratie, parce qu'il en a bénéficié pendant autant d'années, autant de mandats. Et pour finir, il a mis en activité une rébellion avec ses lieutenants. Nanga, c'était un lieutenant à lui. Et cette rébellion a semé la désolation, qui n'est pas à démontrer. Pour finir, il est allé lui-même s'afficher en tant qu'autorité morale, en tant que responsable de cette rébellion, en tant que pourvoyeur des fonds. On l'a vu au feu au moulin, au point où il a même organisé des consultations. Alors que sa place était où se trouvait être le Sénat, en tant que sénateur à vie. Mais on l'a vu à l'Est, dans un espace occupé par la rébellion. C'est une trahison. C'est une trahison. Et les gens avec qui il compose, ils ont commis des crimes de guerre. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Et cela valait que lui, en tant que responsable au plus haut niveau, soit traduit en justice. Et nous allons peser de notre poids. Et le peuple congolais est debout. Et il va suivre de près pour que M. Kabila puisse avoir une peine la plus lourde possible. Merci, monsieur le coordonnateur. C'est moi qui vous remercie.